Radio Flamme 90.6 FM. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Thierry de Carbonnière, un éminent acteur que vous connaissez presque tous grâce à son rôle de prof de philo. Donc Michel Fournier, je vous le disais. Dans Plus belle la vie, un acteur doublé d'un écrivain talentueux. Et oui, je le dis parce que son bouquin, je l'ai dévoré en 3 fois comme un millefeuille, sans crème entre les pages. Voilà, qui va nous présenter son premier livre, Salut et applaudissements, alors que j'ai dévoré, je disais. Donc mon cher Thierry, de manière officielle, bonjour. Oui, bonjour à toi Lionel. Merci mon cher Thierry. Alors bonjour aux auditeurs, ça c'est important. Très important, very important. On revient sur ton parcours. Donc tu as joué une 40aine d'épisodes dans ce sacro-saint feuilleton, donc une sacrée expérience, j'imagine. Oui, c'est. Il y a eu 2 expériences à l'intérieur de cette même aventure. La première chose, c'est de jouer un rôle de méchant. C'était la première fois que je jouais un rôle de vraiment d'un personnage qui ne s'embarrasse pas avec le bien et le mal et qui est vraiment tout le temps du côté du mal et qui le cache. Ça c'est vraiment très intéressant. Donc il est pas gentil avec sa fille, c'est ça? Oui, et puis c'est un personnage qui cache les choses. Il dit jamais ce qu'il pense et il ne pense pas ce qu'il dit aussi. Voilà, donc là tu vois qu'il y a vraiment matière à jouer et matière ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois que j'arrivais sur une scène, les autres personnages avaient parlé de moi en termes de mal, de soupçons. Donc à ce moment-là, au niveau du jeu, ce qui est très agréable, c'est qu'il faut presque rien faire, faut presque pas jouer. Parce que c'est dans la tête des autres que tout se passe, que ce soit les autres personnages, mais surtout les spectateurs qui se demandent mais qu'est-ce qu'il va faire. Donc voilà, ça a été une expérience vraiment extraordinaire et j'espère refaire ce genre d'expérience, c'est-à-dire que jouer un personnage qui est le méchant. Et puis c'est un rôle de compas. La deuxième expérience, c'est de jouer dans ce feuilleton qui a un rythme de tournage, on pourrait dire infernal, puisque on tourne 19 minutes utiles par jour, ce qui est complètement fou. En cinéma, on tourne 3 minutes utiles par jour, et à la télévision, 6 minutes. Et là, on arrive à tourner 19 minutes utiles par jour. Et donc, au début, ça a été, ça fait peur quand même. Et puis après, je me suis dit, je pense que ça va être une seule fois dans ma vie de tourner dans ce genre de feuilleton quotidien, et je me suis laissé aller. Tu vas peut-être avoir le rôle d'Hannibal Lecter, qui sait? Bien sûr. Oui, mais je vais rejouer des rôles comme ça, mais peut-être pas dans un quotidien. Dans un quotidien, oui. Oui, voilà. Jouer au cinéma, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Alors que là, c'était pas possible. Il y avait 12 séquences par jour, alors que normalement, on en fait 2 ou 3 par jour. Donc, c'est ça qui était intéressant. C'est-à-dire, je me suis laissé aller. Je me suis dit, les choses se font en 2 prises. Donc, tu ne réfléchis plus. Tu travailles ton texte, tu travailles ton personnage, et puis tu y vas. Et c'est tout. Et malgré que oui. Et ça, quand même, ça m'a vraiment beaucoup plu. Malgré que tu sois méchant dans le feuilleton, on est bien d'accord, tu as gardé de bonnes relations avec les acteurs. Oui, d'accord. Et tu sais, en général, les gens qui jouent bien des rôles de méchants, ce sont des gens qui, dans la vie, ont beaucoup d'empathie avec les autres, parce que ils vont jouer le rôle de méchant d'une façon innocente. Oui, mais c'est ce qui donne la crédibilité, oui. Ce qui fait que les rôles de méchants qui sont joués comme ça, plutôt par des acteurs sympathiques, ce qui est mon cas, dans la vie, ça donne une espèce de chair et un impact terrible, puisqu'on le joue, mais vraiment au premier degré, quoi. Ouais, c'est ça, puis c'est jouissif, quoi. Tu rentres dans la cote du méchant. Voilà, c'est avec les alors tout le monde a une cote immaculée, impeccable. Lui, il rentre, il a une cote avec des taches dessus. C'est la cote du méchant, Voilà, mais il faut le jouer de la façon la plus innocente possible pour que le téléspectateur se dise mais c'est pas vrai, mais c'est une véritable ordure. Il est dans cette situation, il est très calme. Donc tu t'es pas pris tôt. C'est ça le secret du jeu. En ce qui concerne le rôle du méchant, quoi. C'est ça, c'est épouvantable. N'importe qui serait, je veux dire, très très ému par ce qui se passe, très embêté. Et lui, pas du tout. Un menteur extraordinaire, Michel Fournier. Impressionnant. Donc évidemment, un rôle qui n'est que le sommet, qui n'est que le glaçon qui dépasse de l'apéro, puisqu'en dessous il y a un gros iceberg, c'est-à-dire toute ta carrière. Donc t'es un homme orchestre, j'ai vu ça sur le net, capable de jouer de la flûte en chantant, acteur, scénariste, auteur. Alors comment ça a commencé tout ça alors?
Alors, donc moi j'ai fait le Conservatoire national supérieur d'art dramatique et l'Art des Blancs, donc des écoles, des grandes écoles, quoi. J'étais un peu le champion des concours quand j'étais jeune. C'était très important pour moi de passer par une école nationale, puis en fin de compte 2 écoles nationales. Et puis en sortant de ces 5 années d'études, j'ai beaucoup travaillé au théâtre dit subventionné, c'est-à-dire les scènes nationales, les théâtres nationaux. Et puis en parallèle, je commençais à écrire un petit peu, mais pour moi, comme ça. Oui, parce que c'est ce que on va l'aborder après, mais c'est vrai que tu as une belle plume hein, quand même. C'est vrai que... C'est beaucoup. Et puis, voilà, j'ai fait du cinéma avec Alain Corneau, avec Kieslowski, Anne Fontaine. J'ai même fait du cinéma avec Max Pécasse dans son... Oui, j'ai vu, t'as mis une photo sur parce que vous pouvez également rejoindre Thierry sur le net. Il y a une photo avec Gainsbourg, là. C'est celle-ci, hein, oui. Oui, mais j'étais encore au conservatoire. Elle m'a proposé ce rôle dans Brigade des Mœurs. Moi, j'y connaissais rien du tout au cinéma. Et alors, ironie de l'histoire, il y a un an, la Cinémathèque a projeté Brigade des Mœurs dans un festival de série B, et je me suis retrouvé avec une salle entière pleine de gens fanatiques de Brigade des Mœurs qui connaissaient les répliques. Donc ça, c'était extraordinaire. Donc c'est devenu un film culte. Voilà, et puis bon, voilà, j'ai fait pas mal de choses. J'ai même vu, t'as même joué dans Highlander. T'as pris 2-3 petits... Ouais, j'ai joué j'ai pas mal travaillé en anglais parce que, voilà, j'ai dans mon enfance... Donc c'est la série Highlander avec Adrian Paul, on est bien d'accord, hein, oui. C'est ça, voilà. Alors, je vais essayer de retrouver l'épisode, j'étais fan de la série, moi. Voilà, et puis il y a donc 7-8 ans, j'ai pour des raisons financières, hein, ça c'est très important, les gens qui vont lire mon livre comprendront que les comédiens, on dépend vraiment beaucoup de ça, et j'ai été obligé d'accepter un rôle vraiment minuscule. D'accord. Ce qui m'a mis dans une position vraiment terrible, terrible, parce que être obligé d'attendre dans une loge, d'aller jouer quelques phrases, d'un seul coup il y avait quelque chose qui collait pas. Donc tu devances mon esprit, nous sommes sur la même longueur d'onde. C'était une de mes questions d'après, donc ça c'était une de tes pires expériences de télé, de rôle. C'était pas tout à fait la pire, parce qu'il y a des choses encore plus terribles, puisque non, mais le plus terrible pour un comédien déjà, c'est de pas jouer. Donc voilà. Oui, déjà, donc, oui. Voilà, partons soyons clairs et honnêtes. Un comédien qui n'est pas sur un plateau de cinéma ou sur un plateau de théâtre est en danger. Voilà, ça c'est une phrase qu'il faut bien avoir en tête. Et donc là, je jouais. Donc tout allait bien. Hein, je jouais en plus dans une pièce qui a eu du succès, hein, qui s'appelait De si tendre lien au Théâtre Mouffetard, avec Marianne Lépin et Annick Blanchetot, 2 grandes comédiennes. Mais j'avais un rôle extrêmement petit, quoi. Et donc il y a quelque chose qui allait pas, quoi. Je me retrouvais dans ma loge à attendre. Oui, d'accord. Et puis un jour, je me regarde dans la glace comme ça, et il y a mon visage qui sourit, alors que moi, je ne souriais pas. Donc j'ai compris que j'étais en train de devenir un petit peu fou quand même, que ça allait pas du tout. Et je me suis mis à écrire ce que je ressentais. Yes, alors ça c'est l'objet du bouquin, donc on va en parler tout de suite. Voilà le départ de l'écriture, c'est-à-dire que je me suis mis au lieu d'attendre, j'ai acheté des carnets, et je griffonnais des trucs que je ressentais pour essayer de me sauver un peu. Hein. Souvent, l'écriture est quelque chose qui... Ah bah complètement. Moi-même, j'écris aussi, et c'est vrai que quand on écrit, on a trouvé le mouvement perpétuel quelque part, parce que tu es toujours en train de noter. Enfin, moi, je sais que je note souvent. Ce qui se passe, c'est que je me suis sauvé, et j'ai fait même plus que me sauver, c'est-à-dire que je me suis redonné de l'importance, je me suis redonné les rôles principaux, puisque tu as vu mon livre. Oui, tout à fait, oui. Dans ce livre-là, Victor, hein, qui est mon alter ego, il a le rôle principal puisqu'il raconte ce qu'il vit, quoi. Alors, et donc je venais plus au théâtre pour jouer, mais je venais pour écrire un livre. Ça c'est une petite précision. Effectivement, ton bouquin, tu l'as écrit quand tu étais devant ta glace, et là tu prenais des notes, d'accord. Le bouquin a été intégralement écrit dans une loge du théâtre. Donc ça a un certain intérêt pour les gens qui ont envie de savoir ce qui se passe dans une loge de théâtre, pour les jeunes qui veulent se lancer dans cette carrière. Il a été écrit, c'est vraiment à chaud, quoi. Et sans m'en rendre compte, le bouquin était en 8e réimpression, il marche vraiment très bien. Sans m'en rendre compte, j'étais en train d'écrire le bouquin que la profession entière avait envie d'écrire, c'est-à-dire sur
la cruauté de ce métier. Les cours d'écriture, t'en as pas pris, hein, entièrement autodidacte. Oui, alors j'ai fait quand même un stage d'écriture de scénario. T'as fait un stage d'écriture de scénario quand même, voilà. Oui, ça c'est très important pour apprendre la structure du récit. Hein. Il y a des structures, la structure du récit, elle est millénaire hein, depuis Homère. Donc il y a vraiment des lois pour raconter des histoires qu'il faut connaître, quitte à les transgresser. Mais pour bien transgresser les lois, il faut les connaître. Bah justement, on va revenir sur la première de ces lois. Alors, je reviens sur ce que je disais, on peut le dire, c'est donc l'histoire d'un type qui a métaphoriquement la chance d'avoir une place dans la fusée en partance pour la Lune. Mais le problème, c'est que le gars, il est pas du côté hublot. Hein. Il va boire le monde à travers une paille pendant 90 jours par le filtre de ses seules 4 phrases, c'est ce que tu disais, lui permettant d'exister dans la pièce. C'est sa seule marge de manœuvre. Alors ça m'a fait penser, première réflexion, ça m'a fait penser au cas de Jean-Dominique Bauby, Le Scaphandre et le Papillon. Tu as peut-être lu ce bouquin. Tu sais, franchement, c'est incroyable. C'est ça non, mais je vais te confier quelque chose, en même temps je vais te confier aux auditeurs. C'est que moi, j'ai travaillé avec la personne. T'as travaillé avec lui en plus? Ouais. Non, j'ai travaillé avec Claude Mendibile, qui est la personne qui a assisté. Ah oui, d'accord, oui. Dominique Bauby, pour lui qui est venu pendant des mois et des mois à Berck-sur-Mer, je crois que c'est ça, et qui a écrit le livre de Le Scaphandre et le Papillon. J'ai travaillé avec Claude Mendibile. Alors ça me fait penser un peu l'histoire de la synchronicité avec le scarabée d'or qui vient pendant la séance. Là. C'est à peu près ça chez Jung. Là. Le Scaphandre et le Papillon, c'est une merveille absolue. Ah, c'est super. Oui. Et c'est vrai que ton bouquin, ça me fait penser à ça. Évidemment, toi, sauf qu'évidemment, tu ne dictes pas en clignant des paupières. Donc, on rappelle tes 4 phrases qui sont le taxi égaré un peu plus loin, Jeanne qui est là. Oui, Jeanne qui est là, oui. Ça lui passera. Et la quatrième, je ne sais plus. Ça lui passera. Non, j'en ai 3. T'en as que 3. Ah, bah j'ai lu 4 alors, c'est pour ça. Non. Il y en a une quatrième, c'est Jeanne qui est là, mais avec un chewing-gum dans la bouche. Hein. C'est ça. on va y revenir. Qui te vaut la colère de ton réalisateur d'ailleurs. Donc alors en fait, tout au long du livre, alors là tu vas me dire si t'es d'accord avec moi. Oui. Tout au long du livre, on s'aperçoit que l'acteur effectue toujours le même circuit en boucle. C'est le mythe de l'éternel retour de Nietzsche. Page 85, cette nuit j'ai rêvé que j'étais éternel. Toujours le même schéma de répétition. Voilà, il y a les 4 phrases de la représentation. Le coup bu avec un comparse après la pièce, toujours. C'est invariable dans la pièce. Ensuite, il y a les recherches de boulot vaines ou presque. Hein, oui. C'est la séquence d'après. Plus les humiliations, donc en fil rouge tout au long du livre. Oui. Avec le page 67, l'ignoble type là qui se lâche, qui lâche un gaz là. Et on recommence avec les 4 représentations. Alors c'est une boucle, mais qui n'est pas destinée à durer. Les 3 répliques. C'est-à-dire, les 3 répliques. Et on recommence les 3 répliques. Le coup bu avec la personne. Alors je sais pas si inconsciemment tu l'avais fait exprès de faire ça. C'est cette espèce de répétition de schéma qui est une boucle descendante en fait. C'est la lente érosion de l'acteur qui effectue toujours le même circuit en boucle, en laissant sur son chemin à chaque fois un peu plus de sa force vitale, ce qui va le conduire inéluctablement jusqu'au terminus de l'aliénation finale. Pas facile à dire. Page 112, petit à petit, mon jeu a perdu de ses racines, etc. Donc est-ce que tu avais prévu ce séquençage en boucle, en spirale descendante? Bien sûr. Ah, tu l'avais vu, ouais, parce qu'on l'a. Oui, je l'ai travaillé, et et ça c'est parce que j'ai envoyé mon manuscrit à Jean-Marie Laclaftine qui m'a alerté là-dessus et qui m'a dit écoutez, il y a quelque chose de vraiment très intéressant. Tout à fait, ouais. Dans votre livre. Voilà, il y a cette chose-là, développez-le, c'est vraiment un axe intéressant. Et donc après, avec ce conseil, hein, je me suis rendu compte de l'axe de cette colonne vertébrale. C'est vrai que ça saute aux yeux. C'est une espèce de lente descente, mais bien orchestrée en spirale. Hein. Et comme normalement, cette spirale du comédien qui a toujours le même parcours, parce que quand on joue un rôle, on a toujours le même parcours. Ah bah oui, tout à fait, dans la pièce, oui. Oui, mais normalement, cette spirale, elle est ascendante. Hein. C'est-à-dire qu'un comédien, il joue de mieux en mieux. Oui, là c'est le contraire, c'est la descente, là, oui. Là, c'est le contraire, parce que, comme je te disais, il y a quelque chose qui clochait pas, quoi. C'était pas possible d'avoir fait toutes ces études, d'avoir engagé toute ma vie dans ce métier et de voir chaque soir dire le taxi est garé un peu plus loin. C'est tout à fait. Il y a quelque chose qui était pas en adéquation, quoi.
Tout à fait. Et comme toute pierre qui roule sur une pente, l'acteur est complètement prisonnier du déterminisme. Alors ça, c'est très très fort également dans le livre. Il a jamais le choix dans le bouquin. Donc un déterministe avec deux composantes principales. Donc tout d'abord l'addiction. Mon corps, page 13, lui veut absolument y aller. Jouer, c'est jouir, c'est ce que dit la personne. Page 18, le bouchon de champagne. Page 21, ma bouche ne m'obéit pas. Je suis comme alcoolique, etc. Il y a vraiment une addiction. Et ensuite, bien sûr, la deuxième composante du déterminisme, c'est la nécessité, comme tu disais, de manger, de vivre. Oui, d'ailleurs, tu as une analyse de mon livre qui est vraiment qui m'intéresse beaucoup parce que moi je l'ai écrit, donc je vois pas tout ça, quoi. Tu n'avais pas vu tout ça? Je t'enverrai l'interview par. Mais ce que tu dis sur l'addiction, le mot est juste. C'est ça. Il y a vraiment l'addiction de l'acteur, quoi. Il veut jouer, il a une soif. Et cette addiction nous fait faire aussi des fois un peu n'importe quoi. C'est-à-dire, des fois accepter des choses qui ne sont pas acceptables. Il y a des rôles qui parfois il faudrait. Alors ce qui est amusant dans ce déterminisme, c'est qu'il y a à la fois donc il y a l'addiction et le sort contraire, donc la nécessité de manger. Il y a à la fois la carotte et le bâton, donc ça te fait avancer 2 fois plus vite dans ta spirale. Toujours, il y a toujours la carotte et le bâton. Mais tu vois, inconsciemment, c'est riche de sens ton truc. Ouais, écoute, vraiment merci beaucoup. Ouais. Mais alors juste une chose, c'est que maintenant que j'ai écrit ce livre, le bâton, non merci, c'est fini. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. L'écriture m'a renforcé dans mon estime de moi, on va dire. Hein. Ah tout à fait, oui, mais ça... de chacun dans la vie. Et donc, je sais que maintenant, il y a des choses que je n'accepte plus, quoi. Mais c'est vrai que... C'est la problématique de toute la profession, hein, c'est-à-dire... tout à fait, oui. Que l'acteur dépend du désir des autres. Du désir du casting, du désir du metteur en scène, du désir du producteur, et dépendre toujours du désir, c'est une situation qui est déséquilibrée. C'est le principe de chaud-froid quand tu veux briser quelqu'un, si tu veux, tu le brises comme ça. C'est comme la tour Eiffel, chaud-froid, tu brises le métal comme ça. Et avec un homme, c'est ça. Tu lui supprimes, tu lui fais apparaître ses rêves, tu lui supprimes. Alternativement, ça casse, quoi. Ça... Donc, je crois que c'est pour ça aussi que le livre a du succès, c'est que les acteurs n'avaient pas trop envie de parler de ça, de cette chose-là, de cette dépendance. Mais là, l'acteur est un peu quand même un rebelle. Hein. Tous les acteurs, c'est des gens qui sont devenus acteurs assez souvent par esprit aussi de contradiction dans leur famille, pour sortir de quelque chose. Complètement. James Dean. Ça me fait penser à James Dean, ton bouquin. Oui, mais quand vous dites à un rebelle, t'as beau être rebelle, n'empêche tu dépends du désir des autres et t'es complètement dans le système, ça fait mal. Complètement, mais tu vas voir justement qu'il n'y est pas tout à fait, d'après l'analyse que j'ai faite, tu vas voir. Donc on termine sur le déterminisme, un déterminisme qui va de pair avec l'aliénation du personnage, c'est-à-dire par exemple illusion de pouvoir embrasser Gladys, il ne le fait jamais. Il y a ça. Oui. Et il ne le fait pas. Et il pourra le faire, mais il est dans des rails. Également, sa femme n'a aucune épaisseur dans le livre. C'est-à-dire que c'est juste une justification. Oui, est-ce que tu as remarqué ça? Oui, je l'ai voulu, ça. Tu l'as voulu, ça? Ouais. Oui, j'ai voulu que ça soit un livre uniquement basé soit dans la loge le plus souvent, soit dans sa tête et dans les quelques moments qu'il a avec des castings, des petits bouts de tournage comme ça. Et je voulais pas, ou très peu en tout cas, parler de sa vie privée. Voilà. Alors la question à 10 000 €. Oui. Comme dirait Jean-Pierre Foucault, question à 10 000 €. Oui. Alors, ne sommes-nous que des pierres qui roulent, hein? Sur la pente de la vie? Non, je crois pas. On croit pas quand même, parce que dans ton bouquin, ça fait peur. Oui, mais je crois qu'on peut accélérer. De toute façon, ça montre le personnage principal, il est dans une problématique. Hein. Non, mais tout à fait. C'est comment dire, c'est vraiment un cas d'école ton livre. C'est ça. Je pense que tu l'as voulu comme ça. Oui, bien sûr. Mais ça faisait longtemps que je voulais, parce que ce livre, c'est une partie de mon expérience, mais c'est aussi beaucoup d'histoires qui tournent dans nos métiers. Oui. Et que nous, on se raconte entre nous, mais qui ne sortent pas de ce métier. Et moi, j'ai eu envie de faire sortir ça et d'en faire un livre. Hein. Donc voilà, quoi, ça c'est très important. Ça. Alors poursuivons avec la quête de sens. Tu vois, on est dans une progression, tu vas voir.
inéluctable. L'acteur est prisonnier d'un schéma nietzschéen, donc j'en parlais tout de suite, de l'éternel retour, un schéma nietzschéen aliénant qu'il aurait voulu sartrien. Alors, Guillemet, je te cite, voilà ce que tu aurais pu dire. Je ne peux me projeter que dans mes 4 phrases, mais dilatées. Page 62, le fameux chat de l'aiguille où l'acteur s'écorche. La seule quête de l'acteur est donc de garder l'illusion que c'est lui qui conduit le train de sa vie et qu'il pourra sortir des rails quand il veut. Il pourra faire éclater ces 4 phrases limitées pour leur donner la dimension de l'infini. C'est ce qui s'appelle l'espoir. Voilà, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Le fameux brin d'herbe qui perce le béton. C'est un peu ça, ton histoire. Mm-hmm. Non, c'est ça? Oui, bah mais ça, lui, comment dire, lui, à un moment donné, j'écris espérer, c'est abdiquer, hein, c'est Sartre qui a dit ça. Lui, il en a marre de cet espoir. Mais, tout à fait, oui, c'est ça. Espérer chaque soir qu'il y ait quelqu'un, un metteur en scène, qui va le remarquer avec ces trois phrases et une apparition. Hein, c'est comme 3 phrases et une apparition nette. Donc lui, il en a marre de cet espoir. Et en clair, voilà, tu deviens. Les acteurs se nourrissent de beaucoup quand même d'espoir. C'est-à-dire, je vais à une première, je vais à une dernière, je vais essayer de rencontrer machin. Il faut garder l'espoir pour la soif. Ouais, moi, je sais pas. Moi, l'espoir, ça m'emmerde un petit peu, l'espoir. J'aime mieux le travail. Ouais, non, mais on sent bien, Alors donc, tu deviens en cela le garçon de café, comme dit Sartre, qui jouait à être garçon de café de notre ami Jean-Paul. En clair, tu choisis de ne pas avoir le choix pour avoir le choix. C'est beau. Oui, d'accord. Tu vois, c'est un peu comme un type qui serait claustrophobe, mais qui bougerait pas exprès pour avoir la liberté de penser qu'il peut bouger. C'est un peu compliqué ce que je viens de dire. Oui, en tout cas, je sais que moi, maintenant, depuis l'écriture de ce livre, ma vie n'est plus la même, puisque j'ai décidé de moi-même monter des projets et de ne plus attendre. Voilà, c'est ce que justement, c'est le point suivant. En fin de compte, toi, tu sors de ce truc-là, quoi. Voilà. Ça suffit. Donc là, je suis en train d'écrire un scénario pour Agathe Film, qui va être produit par Robert Guédéguian. Je suis en train d'écrire une série pour la télévision. Il y a une boîte de production qui s'appelle Beau Travail Production qui travaille avec moi sur l'appel à projet d'Arte. Donc j'écris mon 2e livre, j'ai écrit une pièce de théâtre. Donc voilà, c'est l'espoir, ça. Je travaille, l'espoir, on verra. Tu sais, j'avais fait comme toi, moi. J'avais joué dans une pièce, amateur, parce que j'aime beaucoup faire le con aussi, et j'aime bien me donner en représentation. Je fais pas le con, moi. Non, mais c'est-à-dire le fait d'être sur les planches. Voilà, moi je le traduis pour faire un peu l'andouille, parce que j'adore ça. Mon rêve suprême, c'est ça. Et donc j'avais une pièce comme toi où j'avais que quelques répliques, donc je devais en avoir 10, et moi j'étais monté à 40 parce que j'improvisais. Ah oui, mais non, mais là... Mais c'était un petit théâtre amateur. Allez, revenons sur ton excellent livre. Donc voilà, tu sors un peu de ces rails, on va dire, tu forces le train à tourner dans les virages, même si les rails vont tout droit. Oui. Alors plus précisément, donc tout au long de ce livre, on évolue, donc je répète ce que je dis, mais tu vas voir, je poursuis mon idée. On évolue du point de vue de Sartre vers un schéma nietzschéen. Au départ, tout est possible. Je me projette dans des milliers d'existences possibles. Et au fur et à mesure du temps qui passe, je laisse le destin personnalisé par le réalisateur de plus en plus puissant poser donc mes rails. Ces rails sous mes roues, poser ces chaînes sur l'ensemble de mes mouvements potentiels, nous réduisant à l'état d'esclave consentant. Voilà, d'ailleurs, il le dit, page 90, soyez honnête, votre existence est une prison. Donc, c'est son agent qui lui dit ça. C'est son agent qui lui, ouais, c'est l'agent qui lui dit ça, ouais. Et qui lui propose, enfin, moi je trouve ça assez drôle, qui lui dit, mais vous êtes dans une prison, Victor. Je veux dire, c'est ça. Jamais. Et donc, moi je vous propose un truc, tuer. Bon, parce que j'avais un agent il m'a pas dit ça, bien sûr, mais il m'a dit un petit peu ça, quoi. Il m'a dit, mais de toute façon, c'est foutu, quoi. Alors, il m'avait pas dit de tuer quelqu'un, mais il m'a dit, mais c'est vrai que si vous faites de la prison, ça serait intéressant, on écrirait un livre sur vous, puis après... Mais c'est là qu'il est déterministe, parce que tu ne le fais même pas dans le livre. Il ne le fait pas non plus, il a le choix, il le fait pas. Non, mais ça va pas, non. J'ai eu un agent très fantasque pendant une dizaine d'années, qui avait des idées complètement loufoques, et c'est ça qui m'a inspiré ce dialogue-là.
Bon, tu sais qu'avec avec les fameux couteaux rétractables, ceci dit, t'as un bon alibi, hein, tu peux dire qu'on l'a remplacé par un vrai. Oui, mais il n'y avait pas de meurtre dans... Il y en avait pas. Ah oui, il y en avait pas, ouais. Non, il n'y avait pas de meurtre. Non. Il embrasse juste la fille, donc il peut juste la tuer avec un peu d'ail. Il embrassait les deux comédiennes, voilà. Il embrassait, donc il peut juste manger un peu plus d'ail que d'habitude et essayer de, voilà, en l'embrassant, de lui nuire. Donc alors tu vas voir, là j'arrive dans le dernier développement, les poteaux d'arrivée se profilent à l'horizon, et là tu vas me dire ce que tu penses de ça. D'accord. En fait, l'acteur oscille en permanence entre les deux bornes du to be or not to be de Shakespeare, en n'étant pas vraiment là, malgré ses tentatives pour exister. Par exemple, ce moment où son beau-frère le qualifie de fantôme, il y a ça. En perpétuel décalage avec la vie, avec son rôle, il n'est jamais là où on l'attend. Il n'arrive jamais vraiment à s'incarner dans un rôle étriqué, à se fixer. Il est toujours dans le devenir du rôle de sa vie. Et c'est en cela qu'il est un véritable acteur au sens sartrien. Parce que, et la question c'est ça, c'est est-ce que se t'enfermer dans un rôle donc digne de ce nom, ce n'est pas t'enfermer. Alors, toute la première partie de ce que tu viens de dire est très juste et vraiment formidable. En plus, avec cette rencontre avec le beau-frère qui vient de lui dire, qui n'ose pas lui dire que voilà, il a un tout petit rôle et il peut pas avoir d'avis sur la pièce et qu'il lui dit oui, c'est bien, tu sais bien jouer les fantômes. C'est ça, c'est exactement ça. Le gars, il est pas né, il est pas mort, tu vois. Ça c'est très drôle. Mais bon, en tout cas, écoute, moi, ça m'est arrivé de jouer des grands rôles, hein, de jouer l'échange de Claudel par exemple, ou de jouer Philinte dans le Misanthrope, et cet enfermement, je veux bien continuer à l'avoir. Oui, d'accord, oui, c'était l'enfermement dans un grand rôle, ça me va très très bien. C'était une pure posture, voilà, c'était évidemment une posture, parce que oui. C'est intéressant ce que tu as dit sur l'acteur qui est jamais là où on l'attend. Et ça c'est très juste. Mais attends, c'est pas fini parce que je poursuis. Tu vas voir la suite. Plus précisément, l'acteur dans son rôle embryonnaire n'est pas réellement né. Il est de profil d'ailleurs, alors que tous les grands rôles sont de face et ne le voient pas. Il est dans un processus de naissance. 90 jours de pièces multiples des 9 mois. Mais descendante, avec l'issue de plus en plus probable d'arriver mort-né. Page 57, ça doit être ça quand on est mort. On croit qu'on est vivant. Page 67, parabole du chien également, voilà, qui est dans l'antichambre. Naissance effective de l'acteur qui, dans de bonnes conditions, sort alors du néant pour naître sur le canapé rouge de chez Drucker. Et c'est toi qui le dis, en forme symbolique de sexe féminin. C'est toi qui le dis. Hein. On rejoint en ce sens de nouveau l'interrogation de Shakespeare. To be or not to be? Tu oscilles entre ces deux bornes. Oh bah complètement, hein. De toute façon, c'est vraiment ça. Et ce que tu dis sur quand il termine, il naît, c'est exactement ça. Mais là, c'est ma propre histoire. Hein. Mais ça transparaît, ça suinte de ton livre. Oui, le fait d'écrire ce livre c'est une renaissance parce que j'ai mis un point final à ce qui a été une partie de mon parcours. En tout cas dans l'attitude intérieure, j'ai mis un point final à une partie de ce parcours de 25 ans de comédien, quoi. C'est-à-dire que mon attitude actuelle par rapport à ce métier n'est plus du tout le même grâce à cette écriture qui a été un chemin initiatique. Voilà, quoi. Eh bien, magnifique, mon cher Thierry. C'est Michel. Vous êtes enfin arrivé sur le canapé rouge. Merveilleux. Ça y est, c'est la consécration. Votre livre aussi, entre le brûlot et l'ode au métier d'acteur. Un cri d'amour pour le métier d'acteur. Non, c'est vrai. Complètement. Ah bah tout à fait, moi je l'ai pris comme ça, hein, je veux dire. Complètement, en fait, c'est-à-dire que c'est un cri d'amour pour ce métier, malgré tout ce que je raconte. Mais c'est une évidence. C'est une évidence. Alors. Mais il faut le faire autrement. Voilà, c'est ça. Il faut que les castings se comportent autrement. Il faut que les acteurs qui vont à des rendez-vous se comportent autrement, arrêtent d'espérer et arrêtent d'avoir un rapport presque comme s'ils allaient voir un psy ou comme s'ils allaient voir quelqu'un qui va d'un coup de baguette magique les transformer. Il faut changer tout ça, il faut sortir de l'immaturité. Et voilà, donc c'est bien ce que je disais, on te pose des rails, mais toi tu as envie de tourner à gauche. Ah oui, oui, je vais le faire. À droite, à gauche, je sais pas où, mais oui, non, il faut. Tôt ou tard, on comprend ce pourquoi on n'est pas fait. Hein. C'est une phrase de De Vos. Oh, c'est beau ça. Tôt ou tard, on comprend ce pourquoi on n'est pas fait. Mesdames et messieurs, je me souvenais pas que j'avais dit ça, mais j'ai dû le dire. Voilà, ouais. Et qui était un grand philosophe. Hein. Ah bah tout à fait, j'adore De Vos. Je l'ai vu plein de fois en scène, et c'était une claque absolue. Tout à fait. C'est un magicien. Oui, c'était un magicien. Et donc, voilà, moi, j'ai compris au bout d'un certain nombre d'années
de parcours de comédien que j'étais pas fait pour rester dans ce rapport un peu immature du comédien. Et donc voilà. Donc si je comprends bien, alors une des dernières questions, il y en a encore deux. Hein. Oui. Si je comprends bien, le métier d'intermittent du spectacle, enfin le métier d'acteur, le dur métier. Attention, moi je suis pas. Non, c'est pas intermittente. Non, enfin, je parle au-delà de ton parcours, je parle aussi pour tous les intermittents qui sont. Mon métier c'est pas intermittent. Mon statut est intermittent. Je suis un intermittent. Oui, le statut d'intermittent, ouais. Moi, je suis comédien. Non, et je parle également pour tous ces pauvres, voilà, comme tu dis, le dur métier de travailler au cachet. Non, si je comprends bien, le statut d'intermittent du spectacle, le dur statut d'intermittent du spectacle, oui. C'est commencer par être un peu cabot et finir avec une vie de chien. Ça, je te laisse cette conclusion. Donc c'est une manière détournée de réaliser son rêve. Non, c'était une pure boutade, parce que là, tu nous as prouvé quand même que tu savais rebondir. Oui. Et dernière question, donc quand on voit le prix à payer, mais tu as déjà répondu, est-ce que ça vaut le coup de tenter l'expérience ? Oh là là. Bien sûr, non, mais il y a aucun problème là-dessus. Mais par contre, comme je viens de dire il y a une minute, il faut se respecter soi-même. Tout à fait, oui. Respecter le fait de consacrer sa vie entière à ce métier. Parce que toi, effectivement, tu n'avais pas de solution de rechange, c'est ce que tu as dit entre les lignes, quoi. Tu voulais absolument faire ça, quoi. Moi, je suis artiste, moi. Artiste, voilà, avant tout. T'as pas de filet, tu marches sur le fil, quoi. Le matin, je me réveille, je suis artiste, je me couche le soir, je suis artiste, je marche dans la rue, je suis artiste. Je suis tellement artiste que pour des raisons personnelles, là, j'ai dû reprendre le métro énormément, alors je prenais pas beaucoup le métro. Et donc, voilà, j'ai écrit un programme court qui s'appelle Métro Blabla. J'ai écrit 100 épisodes en écoutant les conversations dans le métro. D'accord. Donc voilà, je suis artiste, je suis tout le temps en train d'écouter les gens, en train de les regarder et me dire comment est-ce que je peux faire, moi, Thierry, pour incarner ce qu'est la personne en face de moi. Ah bah d'ailleurs, oui, tu le dis dans ton livre, ça, à un moment donné, quand il mime les trois personnes, là, oui, effectivement. Oui. Voilà, c'est automatique. Ouais. Et c'était prémonitoire, hein, cette scène que j'ai écrite dans mon livre sur le métro parisien. Je regarde, j'écoute. Quand je suis dans un dîner, j'écoute ce que disent les gens. J'adore écouter. Ah bah, c'est jouissif de pouvoir écouter. Alors, j'écoute en me disant, soit je vais l'écrire, soit je vais m'en inspirer pour un prochain rôle. Par exemple, Michel Fournier, ça c'est vrai, il a été inspiré par des gens que j'ai vus. Ah bah, oui, d'accord, oui. Tu l'as pas composé comme ça, quoi. Tu l'as pris des bouts ici et là, oui. C'est des choses que j'écoute, que j'entends et qui rentrent à l'intérieur de moi. Et un jour, dans un rôle, paf, ça ressort et voilà. Ah bah c'est vraiment ça l'acteur. Enfin moi c'est comme ça que je le conçois en tout cas. Bah voilà. Ah bah voilà mon petit Thierry, on est arrivé au bout de cette interview fleuve. Bah c'est magnifique. Ça t'a plu ? Mais oui, c'est intéressant. T'as une façon de lire et d'analyser mon livre que c'est la première fois que quelqu'un me parle de mon livre comme ça et ça fait vraiment ah bah ça me touche ce que tu dis. Courage aussi pour écrire la suite. Ah bah il faut là. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que tu reviendras dans le coin là ? Ouais. Oui, bah écoute, moi je fais le Saint-Livre de Saint-Va, la Hougue. Ah Saint-Va, il faut absolument que tu ailles là-bas. Est-ce que tu as fait le tour de la Hougue au moins ? Oui, c'est magnifique. J'ai déjà été une fois, il me réinvite parce que ça s'était bien passé. Je vais faire le salon du livre de Dieppe, qui a l'air très intéressant. Là, prochainement, là ? Ouais. Bah oui, je crois que c'est le 10 juin, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc, puis d'autres choses encore. Et puis bon, voilà, je me concentre aussi sur le scénario que j'écris. Ah oui, donc tu bouillonnes, t'as plein de casseroles sur le feu, c'est Top Chef que tu vas faire, quoi. Oui, j'ai 3 casseroles. 3 grosses casseroles sur le feu. Ouais. Ah, mais peu cher, il faut ça hein, pour faire de la bonne cuisine. C'est un plaisir de parler avec toi, on s'arrêterait plus. Oui, merci beaucoup, merci Lionel, hein, merci beaucoup. Merci à toi. Radio Flamme, dans le Nord-Cotentin, 90.6 et partout en France sur www.radioflamme.com. Radioflamme.com